Combien tu mesures? Quelle longueur de fil as-tu besoin? La plage est à quelle distance de la maison de vacances? Facile, me direz-vous. Il suffit de mesurer. Mais imaginez le chaos qui régnait en France avant la Révolution. On comptait alors plus de 800 unités de mesure. Chaque ville, chaque village avait ses propres unités. Imaginez la difficulté des commerçants et des clients pour s'y retrouver. On assistait alors à des scènes indescriptibles. Une harmonisation des mesures était vraiment urgente. Urgence, car cette diversité croissante des mesures était devenue un symbole d'injustice. Sans oublier les petits malins qui profitaient des nombreuses unités de poids et de mesure disparates pour faire de belles escroqueries. Bref, le commerce devenait impossible. Pourtant, après la Révolution, et en l'espace de 50 ans, un record, la France est parvenue à construire un outil universel qui est entré dans notre quotidien et dont on ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Le système métrique. Mais comment est née cette pagaille? Petit retour en arrière dans le temps, allons à Rome. Durant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne, se mit en place un empire d'une dimension inédite, sous la direction d'une seule capitale, Rome. À cette époque, on peut vraiment parler d'un monde globalisé. Les mesures étaient alors unifiées dans l'Empire romain avec 2 grandes références, le pied pour la longueur et la livre pour la masse. Oui, mais ça, c'était avant les invasions barbares qui firent chuter l'Empire romain sous les coups des invasions au IVe siècle. Fin du pouvoir fort et centralisé, bienvenue à une mosaïque de pouvoir réduit. Vous l'aurez compris, pas d'unité de territoire, alors encore moins d'unité dans la mesure. Il faudra attendre Charlemagne, oui, celui de l'école, et son désir de renaissance de l'Empire. Par capitulaire de 789, il ordonne à nouveau l'emploi des mesures identiques dans tout son empire. Ah oui, alors un capitulaire était un acte royal à l'époque des Carolingiens. Bref, une loi. Seulement, dès sa mort en 814, la réforme tourne à court par la division de l'Empire en 3 royaumes. Les seigneurs, profitant alors de l'affaiblissement du pouvoir régalien, introduisirent au fil du temps des usages conformes à leurs intérêts, en créant des mesures plus grandes ou plus petites que leurs voisins. Le pouvoir était alors partagé entre un nombre considérable de seigneurs et de villes, ce qui a favorisé une évolution en vase clos des noms, des valeurs, des mesures. Bientôt chaque ville, chaque village aura ses poids et ses mesures. Il y avait même des cantons où l'on était obligé d'avoir jusqu'à 6 mesures différentes dans le même grenier. On adaptait les mesures à volonté, ce qui donnait lieu à des injustices et à des procès, qui ruinaient souvent les habitants des campagnes. Ah oui, j'oubliais une autre difficulté de l'époque, la multiplicité des patois locaux et la présence de 2 grands groupes linguistiques, celui d'Oïl dans les provinces du Nord et celui d'Oc dans celles du Sud. Voilà de quoi peser encore plus dans la variété des noms et des mesures. Pourtant, face à ce casse-tête, les souverains ont essayé à maintes reprises d'instaurer l'uniformité des poids et des mesures dans le royaume, dans le but de faciliter le commerce et de prévenir les malversations des marchands peu scrupuleux, mais aussi et surtout de profiter du contrôle national des poids et des mesures pour accroître leur pouvoir dans l'ensemble du pays. Philippe le Bel, Philippe V, Louis XI, François Ier, Henri II et leurs successeurs, reconnaissant l'abus de cette confusion nuisible à l'intérêt général, entreprirent de rétablir cette uniformité. Des commissions furent nommées, des ordonnances rendues et des procès-verbaux dressés. Mais ces projets furent abandonnés.
À la veille de la Révolution, il y avait plus de 800 mesures en usage en France. Nombre d'entre elles étaient empruntées à la morphologie humaine. Le pouce, la coudée, la paume, quel pied? Eh bien pas vraiment. Le 1er mai 1789, afin de trouver une solution face à cette pagaille qui règne dans le pays, Louis XVI décide de convoquer à Versailles les États généraux et dans cette perspective ouvre les cahiers de doléances. Sans surprise, les cahiers réclamaient notamment une mesure universelle pour s'affranchir de l'arbitraire des unités de mesure de nos seigneurs. Les Français en avaient assez de se faire voler. Déjà à l'époque. Le 9 mars 1790, moins d'un an plus tard, Charles-Maurice Talleyrand de Périgord, évêque d'Autun, prononce devant l'Assemblée nationale constituante son fameux discours qui devait débuter le processus d'établissement du système métrique. Pour Talleyrand, il s'agit de l'occasion de faire une démonstration de son génie politique. Il fait imprimer le texte de discours et le fait distribuer aux députés en faisant une description apocalyptique de la situation des mesures en France. Et en fin politique, dépose un projet de décret de l'uniformisation du système des poids et des mesures. La machine législative était rapide à l'époque. Dès le 8 mai 1790, en moins de 2 mois, la Constituante adopte la proposition de Talleyrand. Puis, tout est allé très vite. Au début de l'année 1791, l'Académie des sciences met sur pied la commission qui sera chargée de fixer la base de l'unité de mesure. Nicolas de Condorcet, qui en fait partie, présente à l'Académie plénière la proposition que l'unité de longueur, baptisée mètre, soit égale à la 10 millionième partie de l'arc du méridien terrestre, compris entre le pôle boréal et l'équateur. Pour faire simple, le tour de la Terre fait 40 000 km. Un quart du méridien du pôle à l'équateur mesure 10 000 km, soit 10 millions de mètres. Seulement, un seul petit bout de la planète correspondait parfaitement aux critères qui feraient que cette mesure serait juste. Il s'agit de l'axe Dunkerque-Barcelone. Pourquoi ces villes? Car elles se trouvent en bord de mer, une donnée indispensable. La mesure serait donc effectuée sur cette partie qui fait environ 1000 km. Mais tout cela était bien théorique. Il fallait encore aller conforter le mètre à une véritable mesure terrestre. Pour rappel, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Il était maintenant question de mesurer la partie de l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone avec les moyens de l'époque. Le 19 juin 1791, Palais des Tuileries, le Grand Salon. Les membres de la commission des poids et des mesures attendent en silence. La porte s'ouvre. Louis XVI s'avance. On lui présente les savants. Monge, Meunier, Borda, Coulon, Vandermonde, Brisson, Tillet, Lavoisier, Hardy, Legendre et Méchain. Passant devant Jacques-Dominique Cassini, le directeur de l'Observatoire de Paris, il s'arrête, longuement. Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps. Comment? Monsieur Cassini? On me dit que vous allez recommencer la mesure du méridien, que votre père et votre aïeul ont déjà fait avant vous. Est-ce que vous croyez le faire mieux qu'eux? Cassini, surpris, répond tout de même: Sire, je ne me flatterais certainement pas de mieux faire si je n'avais pas eu sur eux un grand avantage. Les instruments dont mon père et mon aïeul se sont servis ne donnaient la mesure des angles qu'à 15 secondes près. Monsieur le chevalier de Borda, que voici, en a inventé un qui me donnera cette mesure des angles à la précision d'1 seconde. Ce sera tout mon mérite. Le lendemain de cette entrevue, juste avant minuit, Louis XVI quittait les Tuileries pour la frontière est du royaume. Reconnu par un maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, il sera arrêté à Varennes. Cela retardera d'1 année le départ de nos savants pour une aventure qui allait durer 7 ans. De Dunkerque à Barcelone, 2 équipes pour la mesure de l'arc du méridien.
Établir la longueur exacte du méridien donna lieu à une véritable épopée pour les deux géodésiens chargés de cette mission, Pierre-François Méchain et Jean-Baptiste Delambre. Elle dura 7 ans. L'Académie des sciences a réparti la mesure de l'arc du méridien de la façon suivante. Les 2/3 supérieurs de Dunkerque à Rhodes incombent à Delambre. Le dernier tiers de Rhodes à Barcelone relève de Méchain. Comment mesure-t-on précisément un tronçon de 1000 km et sans GPS? Vous connaissez la géométrie, place à la géodésie, cette science qui mesure et représente la surface terrestre. Nos deux géodésiens établissaient un système de triangulation. À eux seuls, Méchain et Delambre vont se charger des opérations de triangulation qui lieront leur nom pour la postérité à cette nouvelle mesure du méridien. Celle-ci consiste à jalonner un itinéraire par un réseau de points que l'on choisit pour leur visibilité. Une tour, un sommet, des clochers. Ces points devant alors former des triangles juxtaposés. Cette méthode fait appel à des calculs de trigonométrie et permet, si l'on connaît tous les angles, de déterminer la grandeur de tous les côtés de deux triangles. Il fallut plus de 100 triangles pour jalonner l'arc du méridien. Pour la mesure des angles, Delambre et Méchain utilisèrent un instrument dénommé cercle répétiteur, mis au point peu auparavant par Borda et Lenoir et qui permet d'atteindre une précision jamais égalée. Nous sommes à la fin du mois de juin 1792. La mission commence et suscite inquiétude, méfiance, voire malveillance de la part des populations. Delambre est arrêté à plusieurs reprises par les gardes nationales locales et vit même son matériel mis sous scellé. Il fut libéré sur décret de l'Assemblée. Il faut avouer que l'époque était particulièrement mal choisie pour opérer, surtout aux environs de Paris. Le vent tourna pour la mission le 8 août 1793. La Convention décida de supprimer toutes les académies. Les travaux de la Méridienne furent interrompus en France dès décembre 1793. Il faudra attendre la fin de la terreur en 1795 pour que la situation politique s'améliore. Les travaux de la triangulation pouvaient enfin reprendre. Ils se poursuivront durant encore 3 ans, avant que la longueur du quart du méridien, cet axe Dunkerque-Barcelone donc, puisse être précisément déterminé, et qu'un nouveau mètre étalon, en platine, dédié à tous les temps et à tous les peuples, ne soit déposé en 1799 aux archives de la République. 7 longues années furent nécessaires pour déterminer cette unité de mesure de base, le mètre. Ah oui, mais maintenant que l'on sait ce que vaut un mètre et que tout le pays va pouvoir utiliser la même mesure, comment allons-nous pouvoir déterminer les poids? Et la bonne mesure alors? Il suffisait désormais d'établir toutes les autres unités de mesure qui en découlaient. Le mètre carré, le mètre cube, le litre, le kilogramme, etc. Pour déterminer l'unité de masse, il fut établi que le kilogramme serait égal à la masse d'un décimètre cube d'eau à une température donnée et qu'un décimètre cube d'eau est égal à 1 litre. C'est simple, non? Allez, petite illustration. À partir du mètre découle le décimètre, le centimètre et le millimètre, à chaque fois dans un rapport de 10. Vous prenez maintenant un cube de 1 décimètre de côté, soit 10 cm. Vous le remplissez d'eau et vous obtenez une masse de 1 kg. Voilà pourquoi les mesures métriques dérivent du mètre. La loi du 4 juillet 1837, sous le ministère de Guizot, permet l'adoption exclusive du système métrique décimal. Vous savez tous maintenant que le premier mètre étalon a été calculé par rapport à une mesure terrestre immuable et qu'il est né à la suite de la Révolution. Alors, n'oubliez pas, 1 litre d'eau égale 1 kg égale 1 décimètre cube. À très bientôt!